Narbonnaise. Sandrine, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Claudine et à l'association pour cette très belle invitation. Je suis donc très heureuse d'être parmi vous cet après-midi et je vais enchaîner directement avec ce qu'a dit Marie-Pierre, puisque je vais aussi vous parler évidemment navigation et faire écho et poursuivre son intervention avec des inscriptions gravées, des inscriptions peintes, des graffitis, et me tourner vers l'épigraphie, l'apport des textes à l'étude de la construction maritime et du commerce maritime. Alors j'ai décidé de rester debout parce que d'abord je suis toute petite et que j'étais au fond tout à l'heure et je n'ai pas vu Jean Sicre qui est pourtant plus grand, ni Marie-Pierre, donc je me suis dit je vais me lever parce que sinon on ne va plus me voir du tout. Alors de l'écrit sur les bateaux, Marie-Pierre en a déjà parlé, donc on s'est quand même un peu concerté, ce qui fait que je vais pouvoir compléter ce qu'elle a évoqué, puisqu'elle vous a déjà parlé des graffitis, par exemple, sur les assiettes ou sur les bols, qui sont autant évidemment de signes d'appartenance à des marins. Il est évident qu'on ne vendait pas des assiettes neuves avec dessus des graffitis, donc ça c'est un signe fort de la présence de la cabine et des marins qui étaient à bord. Et elle a aussi parlé des encres, donc je n'en parlerai pas, qui ne sont pas des graffitis, mais des inscriptions qui renvoient soit à des divinités protectrices marines, soit aux propriétaires des bateaux. Mais ça ne s'arrête pas là. L'écrit est partout. Alors c'est souvent ce que je présente pour la ville, et c'est vrai sur terre, mais c'est aussi vrai sur mer. Alors, des lettres et des inscriptions sur les bateaux. Dans les plus anciennes, on a l'épave de Marsala en Sicile. Vous avez à droite la carte de la Sicile et l'emplacement des îles Égades, juste en face de Marsala. Et ça nous replonge évidemment, les gens qui ont fait du latin, ce que me disait Françoise en collège et à la petite école, ça renvoie bien sûr à une des grandes batailles de la première guerre punique qui se déroule entre 264 et 241, et justement la bataille des îles Égades se situe en 241 et va mettre un terme définitif aux tentatives carthaginoises. Et justement, deux épaves ont été trouvées. La première, vous le voyez, trouvée en 1969, avec ces restes superbes de bateaux du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais en ce qui me concerne, je parlerai de l'épave numéro 2, qui est bien plus maigrement conservée. Également, elle se trouve, comme la précédente, au musée archéologique Bal-Johanselmi à Marsala. Et là, on a de plus maigres témoignages, mais néanmoins, on a des éléments fort intéressants qui sont des lettres de l'alphabet punique, évidemment, puisqu'on a affaire à des Carthaginois. Et les Carthaginois, là, en a très bien parlé tout à l'heure Jean Sicre, puisque évidemment Carthage est une colonie phénicienne, et on a à l'origine à Carthage des Phéniciens qui parlent une langue sémitique, qui est le phénicien, qui ensuite va évoluer et va devenir le langage punique, en tout cas avec un alphabet très proche du phénicien. Et là, on a des marques qui servent, comme je l'ai marqué dessous, hein, qui sont peintes, qui sont incisées, même chose que sur les blocs de Jean Sicre. Ça n'est pas toujours simple de savoir à quoi ça renvoie, mais des choses assez simples qui, sur les planches, semblent être des signes de montage, en tout cas des éléments techniques, hein, qui, surtout pour les marques peintes en noir que vous avez là bien visibles, qui correspondent à des indications liées au montage du bordé qu'a très bien expliqué tout à l'heure Marie-Pierre. Et ce phénomène a été mis en évidence et mis surtout en relation avec alors on va pas dire une espèce de préfabrication, mais en tout cas une facilitation pour peut-être aller plus vite dans le montage des bordées, ce qui a fait
penser à une production en série de différents bateaux, puisque effectivement au moment des guerres puniques, les bateaux romains qui s'opposaient aux bateaux carthaginois, il fallait des dizaines de bateaux et il y a eu un effort de construction qui a peut-être nécessité la mise en place d'une amélioration dans la fabrication. Donc ces signes, on ne peut pas parler vraiment de texte, hein, bien sûr, c'est simplement des signes de montage. On en a trouvé sur bien d'autres bateaux, dont un que vous reconnaissez ici, qui est l'épave de Arles-Rhône III, qui était sortie du Rhône, épave qui date des années 50, 60 après Jésus-Christ, qui est exposée dans une des ailes du musée départemental de l'Arles antique. Et là, c'est la même chose. Alors, c'est souvent assez furtif, hein. On voit bien, c'est pas destiné du tout à être vu, si ce n'est de près. Et c'est des chiffres. Quand on est en monde romain, c'est des chiffres. Et les chiffres romains sont des lettres, vous les connaissez bien. Et la fonction, là aussi, on s'interroge, mais on voit bien que c'est des repères, peut-être pour mettre dans le bon ordre des bordées qui ont été fabriqués préalablement. Repères de montage, alors on se pose aussi des questions. Certains disaient repères de montage, mais par exemple sur Arles-Rhône III, vous l'avez vu. Ah, je ne peux plus aller à l'envers. Voilà. Sur Arles-Rhône III, vous avez ce fameux caisson que vous avez à gauche, qui a été installé dans le navire pour contenir toutes les pierres qui étaient transportées, qui sont des pierres de construction. Hein. Eh bien, dans le caisson se trouve également ce type de signe. Or, vous le voyez sur la coupe à droite, eh bien, ces planches, les planches du caisson n'étaient pas assemblées, ce qui fait qu'elles n'étaient pas retenues les unes aux autres. Donc, indication de montage, point d'interrogation, mais en même temps, ce caisson, il est fait aussi de remploi de vieilles planches. Alors, est-ce que les planches étaient d'abord utilisées à autre chose? Enfin, bref. C'est un peu comme avec les pierres, on a beaucoup de mal à savoir précisément à qui et à quoi servaient ces indications. Alors là, on était vraiment dans les lettres les plus basiques qui ne font pas de sens, et on va passer à de véritables textes avec des indications. Alors texte non, mais vous allez voir des mentions de nom. Alors, je vais vous présenter l'épave de Ses Liumetes, c'est-à-dire des lampes, parce que effectivement, c'est une épave romaine qui a été retrouvée avec des milliers de lampes à son bord, qui se trouve à Porto Cristo, charmant port des Barléares. Et l'épave se trouve bien sur la plage, à moins de 3 mètres de profondeur. Là aussi, on est à peu près à 2 mètres. De profondeur, et c'est une fouille à laquelle participe Marie-Pierre et sur laquelle j'ai eu l'occasion d'aller parce que justement il y avait du texte. Donc voici les vestiges de cette épave, et il en reste qu'une partie, mais on devine une épave assez conséquente. Si vous voulez tout savoir, vous demandez à Marie-Pierre, puisque c'est elle qui est en charge de l'étude de la charpente. Alors, vous avez là le plan d'ensemble du relevé, et sur les pointillés rouges, eh bien, sur une des membrures, se trouve répété à 5 reprises, donc sur une seule et même membrure, se retrouve répété à 5 reprises. Donc, vous avez en haut la membrure, et puis vous avez en bas la marque, et vous avez au milieu ce que je crois voir, du moins quand je suis sobre. Alors, comment d'abord sont réalisées ce type de marques? Eh bien, ce sont des marques évoquées aussi par Marie-Pierre, qui sont généralement faites à chaud, avec un instrument qu'on appelle un signaculum. Alors, il y en a peut-être d'ailleurs dans la collection ici, parce que ce sont des objets assez fréquents, qui sont des petits objets. Vous avez à gauche la mesure, hein, c'est des centimètres, donc vous voyez, c'est un petit objet qui fait quelques centimètres seulement. Et à droite, vous avez l'objet. Alors ça peut être en bronze, des fois même c'est en fer, les plus beaux sont en bronze. Et dessus, enfin plutôt dessous, vous avez un nom de personne, mais qui est évidemment gravé à l'envers, pour que quand on imprime le nom, ça soit gravé à l'endroit.
Alors ça, ce sont des objets très fréquents. Et ça servait à marquer toutes sortes de choses, hein, et y compris par exemple du bois, comme c'est le cas ici, je pense. Donc imprimé à chaud, probablement au moyen d'un signaculum, répété 5 fois, c'est bien étonnant, sur la face latérale d'une seule membrure, avec un intervalle de 20 cm à peu près. Qu'est-ce qu'on lit exactement ? Alors, Françoise me disait à l'instant, j'y comprends rien, j'ai fait plein de latin, mais quand je vois les textes sur l'écran, je ne comprends rien. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les lettres forment entre elles des ligatures. C'est-à-dire que vous avez un C suivi d'un point, puis après vous avez un I, un V qui est lié avec un L. Donc vous avez en bas là la restitution, donc ça c'est ce qu'on lit en fait, hein. Vous avez le I, le U, le L, et de même l'espèce de zigouigoui que vous avez à droite, eh bien c'est la ligature de 4 lettres, un T, un E, un L, un E, ce qui fait que il faut développer Seioul Teles, et que ça ne peut correspondre qu'à un nom qui est Caius Iulius Telesphorus. Bon, pourrait y avoir autre chose que Telesphorus, mais Telesphorus est vraiment très fréquent. Et c'est au génitif en général, parce que c'est le génitif en latin, c'est un cas, puisque le latin comme le grec, comme le russe ou l'allemand sont des langues à désinence. Et ce génitif est le signe de l'appartenance en général, ou de la personne qui a fait le bateau. Alors là, évidemment, avec ce nom, on arrive à la question de « mais qui est ce Caius Iulius Telesphorus ?» Deux possibilités. La première, c'est on pense évidemment au charpentier, ou du moins à l'entreprise de charpenterie, parce que c'est peut-être pas lui-même, mais c'est peut-être le propriétaire de l'entreprise qui lui-même emploie des charpentiers, qui a réalisé le bateau. Mais on ne peut pas exclure non plus qu'il s'agisse du propriétaire du bateau, parce qu'on a d'autres exemples, voilà. Et alors vous allez dire, mais pourquoi on n'arrive pas à trancher? Mais parce qu'en fait, ce genre de marque, on en a très peu. Ce que je vous montre là, c'est bien pour ça que je suis allée jusqu'au Baléares, c'était dur, c'était pénible. Je suis donc allée jusqu'au Baléares pour regarder ça de très près, parce que figurez-vous qu'on en a très peu. Parce que c'est tout petit, là c'est à 2 mètres de fond, l'eau est translucide, on le voit, mais quand on fouille dans de l'eau turbide par 40 mètres de fond, ça peut échapper. Et on en a dans la pratique très peu, puis vous voyez c'est marqué sur une seule membrure, il suffit qu'on fouille que la moitié du bateau, ben l'autre on l'a pas, bon, etc., etc. Donc c'est une première hypothèse, c'est de voir dans ce personnage charpentier, l'entreprise de charpenterie, ou peut-être le propriétaire, qui resterait effectivement très furtif, parce que toutes ces inscriptions, comme vous le voyez, c'est tout petit, c'est sur un élément du bateau qu'on ne voit absolument plus quand le bateau est définitivement achevé. Alors à Saint-Gervais, dans le golfe de Fos-sur-Mer, on a une épave, la 3e, qui est datée du milieu du IIe siècle. Vous avez là un schéma de l'ensemble du bateau pour que vous réalisiez l'ampleur de sa conservation. C'est une superbe épave, et c'est une épave très bavarde. Elle a livré plein de marques, et vous voyez, c'est à peu près la même chose que précédemment, c'est-à-dire que là, vous avez une marque. Alors, les prénoms, noms et surnoms de la personne, puisque la dénomination des personnes est composée de 3 éléments dans l'Antiquité, eh bien, n'est même pas développée, vous avez juste les initiales, et qui sont répétées 4 fois sur le même morceau de bois. Et c'est tout simplement QMF, et QMF, je ne vais pas pouvoir aller plus loin que de vous dire que ce monsieur s'appelait Quintus M, que je ne peux pas développer parce qu'il y a plein de noms par M, et F parce que même chose. Donc on peut difficilement savoir qui c'est, si ce n'est que c'est vraiment plus que furtif, parce que c'est dans ce qu'on appelle le trou d'anguillet d'une des varangues, c'est-à-dire un de ces petits trous qui permet à l'eau de circuler au fond du bateau, comme si on avait cherché vraiment à dissimuler ce nom. Alors est-ce que ce serait un charpentier ou un ouvrier qui travaillait en tout cas sur un des bateaux,
qui aurait un peu dissimulé ce nom, en tout cas ses initiales, parce qu'il n'y a même pas la place de mettre un nom, c'est vraiment tout petit. Vous avez le petit trou à droite en bas qui vous montre, c'est vraiment caché au fin fond du trou. Est-ce que là aussi c'est une espèce de fonction apotropaïque comme on l'a vu tout à l'heure avec la pièce de monnaie qu'on va cacher sous le mât? Est-ce que là le charpentier il s'est dit bon allez j'ai fait le bateau, je mets mes initiales et vogue la galère, voilà, pourquoi pas. En tout cas, il n'y a aucune ostentation dans toutes ces marques, on les dissimule. Donc la fonction est bien plus économique éventuellement au début ou symbolique plus tard. Saint-Gervais, c'est très bavard. On a d'autres mentions qui là renvoient à des choses qu'on connaît beaucoup mieux. À plusieurs reprises, on a la mention Cantiorum, vous le voyez, je vous l'ai marqué, répétée 6 fois, suivie des lettres R, R, F, G, également répétée à plusieurs reprises. Alors, Cantiorum, tout le monde s'entend pour dire que c'est comme Asses Liumetes, c'est-à-dire que d'abord ils sont au pluriel parce qu'ils sont deux, c'est deux cantilli, c'est deux personnes portant le même nom, alors ça peut être le père, le fils, deux frères, qui sont propriétaires soit du bateau, soit qui sont propriétaires de l'entreprise de charpentiers qui ont fabriqué ce bateau. Mais là aussi, on a nos limites. RRFG, Tintin et boule de gomme, moi je ne sais rien en faire, et d'ailleurs personne avant moi n'a su quoi en faire non plus. Ben, c'est une abréviation, mais qu'on ne connaît nulle part ailleurs, donc on ne sait pas la développer. Les voici, les Cantiorum, c'était pour vous montrer que c'est très furtif, c'est à peine incisé, et aujourd'hui, on les entrevoit à peine. Voilà, RRFG, vous le voyez, répété à plusieurs reprises, même chose. Alors ça ne peut pas correspondre à un nom de personne. Et Cantiorum, en dessous, là également, des marques faites avec un signaculum. Alors je passe à une autre épave que vous avez peut-être croisée si vous êtes allé au musée d'histoire de Marseille, une épave contemporaine qui date du milieu du IIe siècle. Et elle fait partie des rares épaves aussi où on a des noms de personnes dessus. Et là, on a un M. Vib Aoxé. Donc c'est un personnage qui s'appelle, on en est sûr, parce qu'il y a très peu de possibilités de développement, Marcus Vibius Aoxetus. Et même chose, même interprétation. Donc on a des marques assez furtives. Si je reviens au chaland du Rhône, on va y trouver, tout à l'heure je vous ai montré le chaland pour son caisson avec ces espèces de marques peut-être d'assemblage, de montage. C'est actuellement le bateau qui dispose du plus grand nombre de marques et de noms. Et même chose que dans les précédents, les interprétations restent quand même assez limitées et les développements aussi. Néanmoins, on a une des plus belles marques qui intervient à plusieurs reprises, qui est celle que vous voyez là, avec ce CL postu. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de T, ben si, il est là. Le T, il est caché dans le U, c'est encore une ligature. Les Romains adorent faire des liaisons entre les mots. Et donc, vous avez ici, ce qui est très intéressant, c'est que le personnage, comme avec les Cantilli, il n'est pas unique. À Porto Cristo, il y a un seul personnage, chez Caius Iulius Telesphorus. Les Cantilli, ils étaient 2, peut-être même 3. Allons, on peut l'imaginer, on peut aller jusqu'à l'imaginer. Et là, c'est la même chose, on a 2 personnes qui sont Caius et Lustius Postumus, et qui apparaissent ici liés, et ils sont liés très certainement de façon, au sein d'une entreprise, c'est-à-dire c'est une véritable association économique, ils portent le même nom, même chose, soit c'est 2 frères, soit c'est le père, le fils, on peut imaginer ce genre d'association.
Donc Nicolas Tran, qui est un collègue qui avait publié ces inscriptions, pensait effectivement qu'il s'agissait des propriétaires de l'entreprise, hein, des charpentiers qui avaient construit le bateau, mais je me demande si on ne pourrait pas aussi peut-être y voir les propriétaires du bateau. Il faut en rediscuter avec lui. Alors je poursuis. Là, je vais passer vite, parce que c'est déjà ce que j'ai montré. Donc la question, c'est la visibilité de ces marques qu'on trouve sur les bateaux. Alors, tout ce qui est montage, on comprend bien, enfin tout ce qui est signes, lettres, chiffres, ça sert effectivement à un moment pour le travail des ouvriers. Mais pour les autres qu'on a croisés, comme les Cantilli ou les Postumii, ou pour Iulius Telesphorus, la question est association de charpentiers ou association de propriétaires du navire. Alors même si c'est les propriétaires du navire, une fois que tout le bateau est monté, ça ne se voit plus. Donc c'est pas fait pour être vu, ça n'a rien à voir avec la marque, avec le nom du bateau, comme l'a montré tout à l'heure Marie-Pierre. Alors, Nicolas Tran a une idée très intéressante qui est de dire qu'effectivement, ça correspond au marquage de l'eau de planche à l'intérieur d'un chantier de construction et que c'est lié soit, alors moi c'est moi qui le dis, soit à des propriétaires de ce lot et qui sont en train de se faire construire un bateau, soit effectivement à des charpentiers qui peuvent être associés et qui construisent un bateau. Ce qui sous-entendrait, pourquoi est-ce qu'on marquerait son lot de bois? Peut-être parce que justement, il y a plusieurs bateaux en construction en même temps sur un chantier qui peuvent être construits par différentes associations de charpentiers ou des lots de bois qui appartiennent à différents propriétaires. Ce qui sous-entendrait déjà que c'est des chantiers d'une certaine ampleur pour qu'on construise plusieurs bateaux en même temps. Alors si on déroule ça à l'envers, ça expliquerait peut-être pourquoi ces marques, on ne les trouve pas tout le temps. Parce que même Marie-Pierre, qui a l'habitude de démonter les bateaux, de les désosser, non, elle le fait de temps en temps, mais qui connaît bien le sujet, me dit, des fois on a entièrement fouillé les bateaux, mais on a tout regardé, il n'y avait pas de marque. Alors peut-être que justement, quand vous avez un petit chantier naval qui fait un bateau par an, à quoi bon marquer ces bois, puisqu'il y a un seul lot de bois. Voilà, donc c'est une hypothèse, hein, jusqu'à preuve du contraire, qui pourrait expliquer ce phénomène de marquage très limité, de l'eau très limitée. Alors l'écrit, on le trouve aussi sur les marchandises transportées par les bateaux. Marie-Pierre vous en a montré tout plein. Alors je vais essayer d'aller un peu plus en avant dans la réflexion pour prolonger sa présentation. Le commerce des métaux dans l'Antiquité romaine. Et là c'est très intéressant parce que les amphores, même si on les trouve cassés sur Terre, on les trouve souvent cassés, on les trouve. Voilà, on les trouve et on voit à quoi ça ressemblait. En revanche, tout ce qui est métal, eh bien, on a les objets. Nous, sur Terre, quand on fouille, on va trouver des fibules, on va trouver des outils de jardinage, des scies, etc. Mais on ne sait pas comment ça est transporté, ni comment c'est fabriqué de l'autre côté, comment ça sort de la mine. Eh bien, il n'y a que sur les bateaux, et quelques rares exceptions sur Terre, où on a la chance de pouvoir examiner comment on transportait le métal. Eh bien, c'est sous forme, vous le voyez, de lingots, en haut à gauche. On appelle ça un lingot ou un saumon, et c'est sous cette forme qu'est transporté le plomb. En bas à gauche, vous avez le cuivre, et on parle souvent de flancs de cuivre, qui sont, eux, circulaires. Et à droite, vous avez les traditionnelles barres de fer qui peuvent être, voilà, plus ou moins grosses, longues. Voilà. Mais vous avez là vraiment une répartition qui est assez systématique et calibrée. Et c'est sous cette forme, évidemment, qu'on met le métal sur les bateaux qui, arrivé à destination, est vendu à des forgerons, etc. Et après, c'est transformé. Donc nous, sur Terre, on ne les trouve jamais comme ça. Jamais. Alors les grands secteurs métallifères de l'Europe occidentale,
vous le voyez, il y a une très forte concentration dans la péninsule hispanique. Nous, là, en Gaule, il y a du fer, et il y a du fer, il y a essentiellement du fer, en particulier dans le minervois, on le sait, donc vous êtes bien placé pour le savoir. Et les autres métaux beaucoup plus intéressants, comme l'or, l'argent, le cuivre, se trouvent dans la péninsule hispanique. Et ça explique pourquoi, d'abord, pourquoi les Romains ont eu un intérêt tout particulier à conquérir l'Espagne. C'était pour s'emparer, on le sait, des mines qui permettaient de produire de la monnaie, de fabriquer de la monnaie. Et on va donc trouver de nombreux bateaux qui ont coulé entre l'Espagne et la Gaule du Sud, ou entre l'Espagne et l'Italie. Évidemment, le plus souvent à l'approche des côtes de destination. Alors, on passe rapidement sur la typologie. Donc, tout ça, ce sont des choses très connues, c'est-à-dire que ça a été bien étudié, on arrive à très bien dater. Bien sûr, une épave, déjà, on la date par la dendrochronologie, par le carbone 14 du bois, par les céramiques qui sont transportées par le bateau, mais même par la typologie, c'est-à-dire par l'aspect des lingots qui évoluent dans le temps. Alors, ces épaves qui transportent des métaux ont fait l'objet d'un recensement méthodique, vous les voyez ici, et ont été mises en relation avec les mines de production. C'est sur la carte de l'Espagne où vous voyez sur Terre tous les points des principales mines qui ont produit essentiellement pour être exportées. Et puis, les épaves. Alors, sur les épaves, il y en a toute une série. Comme l'épave Sud Lavezzi, on parlait de la Corse tout à l'heure, qui date des années 20-30, qui a quand même livré 100 lingots de plomb, 300 flancs de cuivre, mais aussi des amphores de bétique. C'est-à-dire la bétique, ça correspond à l'Andalousie antique, donc c'est l'Espagne du Sud, et ça renvoie à ces négociants qui s'assemblaient et qui transportaient, donc des bateaux qui transportaient différentes sortes de marchandises. En bas à droite, une autre épave corse du début de l'ère chrétienne, même chose, on a 48 lingots de plomb, et puis des centaines et peut-être des milliers d'amphores du sud de l'Espagne, même chose, parce que on dit pourquoi milliers, point d'interrogation, parce qu'elle a été largement pillée. Et ne serait-ce que les amphores, ça permet d'être sûr que ces bateaux viennent d'Espagne du Sud. Des épaves également aux Saintes-Maries de la Mer, en face des Saintes-Maries, au débouché du Rhône, évidemment des bancs de sable sur lesquels sont venus taluter et s'échouer toute une série de bateaux qui ont ensuite coulé. Donc on y trouve nombre d'épaves, et en particulier d'épaves transportant des métaux. Si vous êtes allé, ce que j'espère, au musée de l'art antique, justement dans la salle où vous avez l'épave Arlron III, vous avez à proximité des empilements, ça c'est l'empilement à gauche du musée, où vous retrouvez bien ce que je viens de vous présenter, vos flancs de cuivre, vos saumons de plomb, et les barres métalliques sont juste à côté. Alors, le bateau, on voit très bien d'où il vient. Il y a des amphores de bétique qui peuvent venir que d'Espagne du Sud. Là, déjà, on est content. On sait qu'il vient d'Espagne du Sud, de bétique. Il y a des mines, c'est cohérent. Et le bateau, il a coulé aux Saintes-Maries de la Mer. Donc, il allait vers Arles. Mais est-ce qu'il allait juste à Arles et il s'arrêtait là? Ou est-ce qu'il allait peut-être y remonter le Rhône? Enfin, des petits bateaux remontaient le Rhône jusqu'à Lyon. Est-ce qu'il allait plus loin? Alors, là, on a un exemple très intéressant parce que dans cette épave qui date des années 50, eh bien, vous avez en haut un des saumons, un des lingots de plomb qui a été trouvé. Et vous le voyez, ça ressemble en fait à un cake, exactement.
C'est juste un peu plus lourd. Et sur le dessus, vous avez une marque très bien incisée. Alors effectivement, le plomb, ça a une température de fusion très basse. Donc c'est facile à mouler dans effectivement, dans des moules, par exemple, en terre cuite. Et au fond, il y a une marque qui fait que les lingots vont être marqués. Et ce qu'on voit sur ceux-ci, qui sont très lisibles, la marque nous dit Imp KS, c'est-à-dire Imperatoris Caesaris. C'est donc un lingot qui provient d'une mine gérée par l'empereur. L'empereur possède, donc l'État romain possède des mines à travers l'Empire, possède également les forêts de cèdre du Liban, possède des carrières de marbre comme à Chemtou en Afrique du Nord, etc. Donc c'est une propriété impériale et c'est un transport de plomb dont l'argent va revenir évidemment à la caisse de l'État. Et puis dessous, on a Flavi Verruclae Plumbum Germanicum. Et on a donc le nom, c'est le plomb d'un certain Flavius Verrucla, c'est-à-dire très certainement l'administrateur, le gérant de la mine pour l'empereur qui se trouve en Espagne. Et derrière, on a ce germe qu'il faut nécessairement développer en Germanicum, et sur lequel on s'est longtemps interrogé, mais une de mes collègues a trouvé la solution, c'est que ce Germanicum, ça ne peut désigner que le destinataire, et que le destinataire, c'est effectivement du plomb, qui est destiné à aller en Germanie supérieure, c'est-à-dire Allemagne et Suisse du Nord, et que c'est dans les années là, 30, 40, 50, le grand moment où on commence vraiment à s'installer, le limes, c'est-à-dire la frontière avec tous ces camps de légionnaires en Germanie. Et on sait que les armées étaient évidemment grandes consommatrices de métal pour toutes sortes de choses, en particulier pour fabriquer des plombs, des balles de front, pour fabriquer des armes et autres. Et donc, vous avez là, en fait, toute la chaîne depuis l'administrateur de la mine impériale jusqu'à la destination du plomb qui est marqué dessus. Donc il y avait déjà une espèce de signalisation pour que quand le chargement arrive en Arles, il soit déjà clairement identifié comme ça va repartir pour Lyon et au-delà en direction du limes germanique. Donc j'avais mis ici la carte pour que vous vous rendiez compte, à droite, tous les points noirs avec les petits sigles SM correspondent au très grand nombre d'épaves, de bateaux qui ont coulé au large des embouchures du Rhône. Et puis notre lingot avec les dressel-vins, tout à fait caractéristiques avec leur gros ventre et leurs petites anses qui transportaient l'huile d'olive. Alors, on a cette information sur le dessus du lingot, mais pas que. C'est-à-dire qu'on voit apparaître également d'autres informations. Vous voyez des incisions avec des chiffres sur les côtés des lingots. Vous retrouvez également le nom dont on a déjà parlé. Je ne sais pas si on voit ma flèche là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire Flavius Verrucla. Là, on les voit bien. Ici, vous voyez Imp Caesar. On signale bien que c'est un produit sortant et propriété de l'empereur, sortant de la mine impériale. Et puis, on voit encore apparaître un autre nom qui est Erotis, c'est-à-dire le génitif d'un nom d'esclave qui est Eros. Donc, si je résume, on a beaucoup d'informations. Et c'est avec ce type de marque qu'on arrive à reconstituer des circuits commerciaux, mais pas seulement, on n'a pas que le trajet. On arrive à savoir d'où ça vient, si c'est une mine privée ou une mine impériale, qui est le gérant de la mine, qui prend en charge le transport, et là même on sait où ça va. C'est bien pour ça que c'est impérial, parce que c'est destiné bien sûr au camp légionnaire. Donc vous avez d'un côté le producteur des lingots, qui est Flavius Verrucla. Vous avez l'empereur propriétaire,
Puis vous avez un autre personnage qui est Eros, qui doit manifestement agir pour l'empereur, qui pourrait bien être celui qui va chez Vérucla à la mine chercher pour l'empereur les lingots et qui, à mon avis, les accompagne sur le bateau jusqu'en Arles. Alors, les mines, je vous en ai parlé déjà, mais c'était pour vous montrer que les mines de métaux en Espagne sont extrêmement nombreuses et qu'elles servent à différentes périodes. Alors, ce type de production, on peut le répéter, c'est-à-dire cette démarche scientifique qui consiste, en fait, c'est un fil d'Ariane qu'on remonte. On peut le faire à l'identique avec plein d'autres productions. Et là, vous avez un très bel exemple aussi. Ça vient de Grande-Bretagne. C'est dans un musée qui est le Mendip Museum, où vous avez... et Mendip Museum, ça se trouve juste à côté d'une ancienne mine exploitée dès l'époque romaine, où au musée, vous allez trouver des lingots, idem, en plomb, marqués très clairement « Imperatoris Vespasiani Augusti », une mine où là, vous avez une production de l'époque de Vespasien, donc on est dans les années 70, et qui était destinée très certainement aux légions installées en Grande-Bretagne. Oui ? Alors, c'est valable pour le plomb, mais pour le cuivre et pour le fer, comment on fait ? Eh bien, il y avait aussi des marques. Alors, sur le fer, c'est juste que c'est beaucoup moins bien conservé. Et oui, regardez, voilà, je recherchais ma diapo. C'est que les barres de fer sous l'eau, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc ça se transforme en innommable conglomérat complètement oxydé. Donc s'il y a eu quelque chose de marqué dessus, on oublie. Et le cuivre, c'est guère mieux, mais on a quand même des marques. J'en ai pas parlé parce que je voulais faire l'exemple là le plus parlant pour vous, mais c'est quand même beaucoup moins bien conservé que sur le plomb. Le plomb dans l'eau, c'est nickel. Enfin, c'était un jeu de mots. Et je vais terminer et à terre. Donc je vous ai parlé de ce qui était sur le bateau, ce qui était transporté par le bateau, et à terre, on parle aussi de ce qui se passe en mer. Alors Marie-Pierre vous l'a bien montré, elle vous a dit par exemple sur une amphore en cordobétique avec son gros ventre, on va trouver des marques évidemment faites avec des signacula avant la cuisson de l'amphore. Elles se trouvent très souvent, ces gros timbres, on appelle ça des timbres, sur les anses de l'amphore. Et puis on y trouve plein d'inscriptions peintes, plus ou moins lisibles, j'en conviens, mais qui sont pleines d'informations. Alors les archéologues, cette fois-ci terrestres, parce qu'il y a aussi l'archéologie terrestre, Claudine, qui est pas mal non plus, je tiens à te le faire savoir. Eh bien, les terrestres se sont mis en quête de trouver toutes les villae, c'est-à-dire les grands centres d'exploitation domaniale qui, en Bétique, toujours en Andalousie, exploitaient cette huile qui a été vraiment un produit qui a envahi l'ensemble des provinces occidentales. C'était la grande zone de production pour l'ensemble des provinces occidentales. Et là, vous êtes sur le Guadalquivir, c'est-à-dire le Baetis antique, et vous avez à droite son affluent, le Singilis, qui correspond aujourd'hui au Rénil. Et vous avez, de loin, vous devez voir plein de petits points et de marques le long de ces deux cours d'eau. Eh bien, en fait, ça correspond à tous les endroits où on a trouvé des exploitations avec fabrication d'amphores de bétique destinées à mettre l'huile qui était produite à côté, c'est-à-dire dans les oliveraies de l'époque. Vous noterez qu'en Andalousie, le paysage en 2000 ans n'a pas changé, parce que quand vous y allez, vous avez des oliveraies sur des milliers et des milliers d'hectares. Et alors, cette huile, eh bien, elle était transportée partout, je vous l'ai dit, et en particulier, la première destination, c'était bien sûr Rome. Parce que Rome faisait plus d'1 million d'habitants dès la fin de la République, et le grand approvisionnement, c'était le blé. Alors là, c'était un système d'État, c'est-à-dire c'était des bateaux gérés, etc., par l'État, ce qu'on appelle la nonne. Et on sait que dans le courant de l'Empire, ils ont fait la même chose avec l'huile d'olive. Et parce que c'est la base de l'alimentation, vous l'avez compris, avec le pain. Et
à Rome, tout près des entrepôts de la Rome antique, des entrepôts énormes où s'entassait tout ce qui arrivait de l'ensemble de la Méditerranée. Eh bien, vous avez le Monte Testaccio, qui est effectivement une colline artificielle qui est composée entièrement des déchets, des tessons d'amphores qu'on a accumulés là pendant des siècles. Alors ça commence à faire pas mal parce que ça vous fait une colline qui fait en gros 200 par 300 mètres et qui fait surtout 40 mètres de haut. Donc c'est vraiment la 8e colline de Rome. Et tout ça n'est que compactage de fragments d'amphores. Dans cet ensemble, il y a eu des sondages évidemment qui ont été faits par les archéologues pour essayer de voir la provenance des produits, et une grande partie on a une densité d'amphores effectivement provenant de la Bétique, et vous avez là un schéma qui vous montre le départ depuis la Bétique et où allait l'huile d'olive. Eh bien, il y avait une petite partie qui partait sur l'Atlantique en direction de la Grande-Bretagne, par exemple, et de la Manche, mais surtout la majeure partie allait en Méditerranée, en direction de Rome, par les bouches de Bonifacio, et puis bien sûr en Gaule du Sud, vers Arles et vers Narbonne, mais ça ne s'arrêtait pas là, là aussi, ça montait jusque sur le Limès, en Germanie. Alors, pourquoi ce petit détour? Eh bien, on arrive à identifier, comme on l'a fait pour le plomb, on arrive désormais à identifier un nombre de plus en plus grand de ces propriétaires qui intervenaient, de ces négociants aussi, qui intervenaient dans ce commerce extrêmement lucratif de l'huile de Bétique. Alors à ce propos, vous avez là le résultat de 10 ans de recherche, mais d'une équipe complète, ça n'est pas que moi. L'ouvrage qu'a évoqué tout à l'heure Claudine sur les inscriptions latines de Narbonnaise, donc est un ouvrage scientifique destiné à un public plutôt d'épigraphistes et d'historiens, qui est un ouvrage de bibliothèque, dont on a tiré il y a un mois l'ouvrage qui est sorti donc il y a un mois, l'histoire sociale d'une capitale romaine, qui est donc le résultat de 10 années de recherche de l'équipe que j'ai l'énorme chance de diriger. Et justement, on a repris méthodiquement les inscriptions de toute une série de grands personnages. Et dans ces grands personnages, vous avez là une inscription qui est dans le Narbovia, une inscription qui est la plus longue qu'on ait de Narbovia et qui se présente sur deux côtés. À gauche, vous avez la face principale, et puis sur l'image de droite, vous avez un des côtés. Et c'est extrêmement bavard, comme vous le voyez, c'est écrit en tout petit, parce que à gauche, on vous présente sur la face principale le cursus du personnage, c'est-à-dire on voit que c'est un des principaux notables de Narbonne pour le milieu du IIe siècle. On a son nom. Ce monsieur, il s'appelle Sextus Fabius Secundus Musa. Et ce personnage, il a fait un testament pour léguer sa fortune, une partie seulement de sa fortune, à une association. Évidemment, l'association le remercie. Et vous avez à droite la copie du testament, où on raconte comment cet argent va être donné, puis va être utilisé pour faire quoi. Donc c'est un témoignage exceptionnel. Donc le personnage, vous voyez là, Sextus Fabius Secundus Musa, qui a accompli tous les honneurs dans la colonie de Narbonne, c'est-à-dire qu'il a été jusqu'au sommet des magistratures. Il a été le premier flamine d'un temple à l'empereur. Et les artisans de Narbonne, évidemment, vont lui ériger une statue. Et c'est la base que vous avez, dessus laquelle il y avait la statue du personnage. C'est dommage, on l'a perdue. Mais alors, pourquoi je vous parle de Secundus Musa? Mais parce que, justement, on a plein d'amphores de Bétique avec le nom du personnage. Et que ce personnage, il habitait à Narbonne, il était dans les plus riches du milieu du IIe siècle, et en fait, il faisait transporter depuis la Bétique directement jusqu'à Rome, les tessons sont sur les Testaccio,
il a dû faire transporter des dizaines de navires. Il était ce qu'on appelle un naviculaire, c'est-à-dire un de ces grands armateurs qui avait en charge le transport de l'huile de bétique. Et comme je vous l'ai dit, c'était très important pour l'État, donc ça devait être très certainement un marché assez encadré par l'État, mais quand on le récupérait, ça devait être, à mon avis, assez juteux. Alors, on en a d'autres de ces naviculaires. Donc, dans l'épigraphie, les ports, Ostie, Aquilée, dans l'Adriatique, Puzzol, mais aussi, bien sûr, Narbonne, on a ainsi les témoignages de plusieurs de ces naviculaires, donc de ces armateurs dont vous a parlé Marie-Pierre, mais évidemment, on n'arrive pas toujours à croiser les personnages avec leurs bateaux, ou les personnages avec leur production. Segundus Musa, c'est une exception, mais je voulais vous montrer une autre inscription qui est également visible au Narbovia, où là, vous avez un autre personnage qui s'appelle Tiberius Iunius Eudoxus. Il s'agit d'un très beau support en marbre. C'est une base de statue, c'est encore une statue honorifique. Il faut donc imaginer que ce type de base soutenait une statue en marbre, et que le tout était exposé dans l'espace public, par exemple le forum ou sous un portique. Donc c'est pas n'importe qui peut bénéficier de ce genre d'honneur. Et ce personnage, vous le voyez, il est clairement navicularius marinus, il est naviculaire marin. Donc armateur. Donc tous les armateurs qu'on a, les naviculaires ici ou à Ostie, on voit que c'est des gens très aisés, ils font partie des notables de la cité, et que, de toute évidence, c'est un marché très lucratif. Dans les métiers, évidemment, tout en haut, il y a les naviculaires, les plus fortunés, mais pas que. Il y a quelques années, j'ai vu le catalogue que Madame de la librairie Libellis a apporté, sur la couverture duquel il y a la tête de César. Eh bien, dans le catalogue de... C'est quoi, le Rhône pour mémoire, je crois. Voilà, le Rhône pour mémoire. Il y a eu la tête de César, qui n'est pas César. Mais ça, je viendrai une autre fois. Claudine m'invitera et je vous raconterai pourquoi César n'est pas César. Mais on va dire que c'est César parce que ça fait super plaisir aux Arlésiens. Donc, on a trouvé ça, mais pas que, et plein d'autres choses super chouettes. Comme par exemple cette statue de Neptune, qui est d'une très 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 belle facture, et sur sa base, vous avez une inscription. L'inscription « Numinibus Augustorum Nostrorum », et ça s'adresse à toute la famille impériale, donc c'est consacré, donc honori, hein, en honneur, non, c'est moi qui dis une bêtise, c'est comment dire, c'est décrété, c'est en l'honneur de la puissance créatrice de nos empereurs, et c'est en l'honneur, honori corporis renum clariorum, de la corporation des bateleurs, je traduirai. Des bateliers, merci. En l'honneur de la corporation des bateliers, Publius Petronius Asclépiades a fait ce don. Donc vous avez un personnage, Asclépiades, qui offre, vous l'avez vu, cette superbe statue en marbre de Neptune, et il le fait en l'honneur des bateliers, c'est-à-dire cette corporation d'artisans qui disposent de petits bateaux qui permettent le déchargement des gros bateaux en Arles. Et il le fait ce don à la corporation, et ces corporations, elles se tenaient où? Elles se tenaient, on le sait, dans des locaux qu'on appelle une scola. Une scola, c'est le siège de la corporation. Alors, cette corporation, elle devait être évidemment en Arles extrêmement puissante, parce que vous avez les naviculaires, mais vous avez aussi tous les gens qui gravitent autour de ces grands marins, de ces grands bateaux, comme eux qui les déchargent. À Ostie, vous voyez intervenir les plongeurs, qui sont ces gens qui vont récupérer ce qu'on peut récupérer quand le bateau a coulé dans le port, par exemple. Vous avez aussi tous ce qu'on appellerait aujourd'hui les dockers,
tous ces débardeurs qui transportent les marchandises. Et là, vous avez même une deuxième inscription mentionnant ces bateliers, Lenun Kula Rii. Alors, à quoi ça ressemblait une scola finalement? C'est que la Terre nous permet, ce qu'on trouve sur Terre va nous permettre de mieux décoder, de mieux comprendre comment fonctionne le milieu maritime. Alors, j'aurais aimé vous montrer évidemment la scola d'Arles avec le Neptune, mais bon, ça a été trouvé dans le Rhône, mais il y avait évidemment en Arles un siège des corporations qui devait être extrêmement somptueux. Ça ressemble en fait à une maison, et dedans vous aviez cette superbe statue de Neptune. Eh bien, on en a trouvé d'autres. On en a trouvé des vrais de Scola. Alors on se transporte un peu loin de la mer, mais vous allez voir, on va y revenir de façon détournée. On va aller en Germanie supérieure et on va aller à Lusona antique, c'est-à-dire à Lausanne aujourd'hui, sur le bord du lac Léman. Vous avez un site sur lequel a été fouillé, vous le voyez, un forum, c'est marqué, la basilique. Et puis, hop, ça va trop vite, voilà. Là où vous avez la flèche orange, eh bien, vous avez une petite pièce qui ressemble à une de ces nombreuses boutiques tabernas qui donnaient sur le forum des boutiques de commerçants. Si ce n'est que cette pseudo-boutique a livré une inscription, certes fragmentaire, mais très facile à restituer pour la fin du IIe et début du IIIe siècle. Numinibus Augustorum, même chose, à la puissance divine des empereurs. Et là, Naotae lacu Lemano, les notes du lac Léman, qui Leusonae consistunt, qui siègent à Lausanne, LDDD, là on connaît, Loco dato decreto decurionum, le lieu a été donné par décret des décurions. Ah, alors ça veut dire quoi tout ça? Alors là, certes, on est loin de la mer, mais on est toujours avec des marins. On est avec les nautes du lac Léman, et évidemment, à cette époque, Marie-Pierre l'a dit, et c'est évident que sur les lacs, c'est la même chose, traverser le lac, c'est beaucoup plus facile et moins coûteux que de faire tout le tour du lac Léman. Donc, ils devaient être très actifs sur ce lac. Et ils se trouvent tellement importants que la ville même de Lausanne, les décurions, c'est-à-dire le Sénat local, va leur attribuer un local, va leur attribuer ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire cette petite boutique, c'est précisément une scola. C'est le bureau des notes, mais aussi le siège de la corporation sur le forum. On ne peut pas être mieux placé pour attirer le chaland. Encore un jeu de mots sans le vouloir. Je continue, parce que ce n'est pas le seul exemple que nous a livré la Suisse, avec un autre qui est très intéressant, parce que cette fois-ci, on est à Avenches. Peut-être vous aviez visité ce site suisse extrêmement intéressant. Avenches, c'est Aventicum antique, c'est la capitale des Helvètes. Et là, pour le coup, on est à proximité du lac de Morat, qui est là. Hop, hop, hop. Là, c'est le lac de Morat, là, c'est le lac de Neuchâtel, et là, c'est le lac de Bienne. Mais Aventicum n'est pas sur le lac, mais c'est la capitale. Et même chose, on a trouvé une autre inscription tout à fait similaire à la précédente. Et le bloc est tellement bien conservé qu'on voit surtout qu'il s'agit d'un linteau. C'est un bloc énorme qui sert de linteau à une porte d'entrée. Et cette inscription nous dit en l'honneur de la maison divine, c'est-à-dire en fait de la maison de l'empereur, c'est-à-dire de toute sa famille. Naotae Aruranki Aramiki, les notes. Alors cette fois-ci, Aruranki, on pense que c'est le fleuve Aar aujourd'hui, l'Aar, qui se jette dans le lac de Bienne. Par contre, Aramiki, on ne sait pas. Mais ça doit être un des autres cours d'eau du coin. Scolam, desuo instruxerunt, eh bien, ils ont fait construire la scola, c'est-à-dire le siège de leur corporation, desuo avec leur argent, l'argent de l'association. Et même chose, le lieu a été donné par décret des décurions, par le Sénat local, et on sait précisément d'où provient cette
cette superbe inscription, elle provient du centre là, de la place. Elle a été trouvée en lien étroit avec ce petit complexe-là, entièrement mosaïqué et entouré. Vous avez les éléments en noir. Ça correspond à en fait une énorme banquette qui entourait la pièce. Donc vous avez une pièce très joliment mosaïquée. Tout autour, vous avez une banquette. Et puis vous avez la porte d'entrée en haut avec son petit escalier. Et vous aviez au-dessus de la porte cet énorme linteau qui disait ici, vous avez le siège de la corporation des Nautes. Et évidemment, on est à Avenches, on est dans la capitale. Alors, j'espère avoir fait le tour, rapide certes, mais vous avoir montré que l'écrit concernant ces échanges commerciaux, cette construction des bateaux, se trouve à peu près partout. Et pour faire un petit clin d'œil à Marie-Pierre, je lui dis un petit coucou de son poulpe préféré, qui est le poulpe avec lequel elle a lié une relation quasi intime quand elle fouillait à Porto Cristo, parce qu'il voulait toujours s'enrouler autour de son bras. Merci à vous.